si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale et le braquet. Salut les boys, Sébastien, de retour. Le retour. Il s'ennuyait de parler après un petit week-end. Un petit week-end sans parler. La voix est un peu modifiée aujourd'hui. Je la pousserai pas autant qu'en fin de semaine, mettons. Ah, j'imagine. Pour ceux qui ne savent pas, Sébastien était le commentateur officiel sur place, pas à la télé, mais pour ceux qui étaient sur les courses vendredi à Québec et samedi à dimanche des Grands Prix cyclistes. Vous avez pu entendre les commentateurs et l'analyse de Sébastien au grand sur les plaines d'Abraham puis sur le parc Jeanne-Mance. Très beau travail. Comment t'as trouvé ça? Première expérience qui suivait, tu remplissais les chaussures de Louis Bertrand. Et c'était d'énormes chaussures. Tu sais, tout le monde, Louis, je veux dire, tout le monde le connaissait, tout le monde l'aimait. Tu sais, il connaît son vélo, là. Le vendredi matin, quand je suis monté sur la scène, sur les plaines, juste de dire je suis monté sur la scène sur les plaines, c'est comme irréel. Là. Tu fais OK, je suis monté sur une scène sur les plaines à Québec. Mais il y avait quand même un petit stress, mais en même temps, je me disais, hey, je m'en vais parler de vélo. Là. Je m'en vais présenter des coureurs, des gars qu'on suit depuis des années. Je m'en vais parler de vélo. Puis tu l'as vu, Antoine, Dave était là aussi vendredi à Québec. Le setup était complètement fou. Sur les plaines, si on parle de Québec pour commencer, là, c'était vraiment, pour nous, sur scène, pour les coureurs, là, je parle, la présentation des équipes, il y avait comme une espèce d'amphithéâtre naturel, étant donné que c'était surélevé devant nous. Il y avait du monde. Ça m'a surpris à quel point il y avait du monde pour la présentation des équipes. Il y avait une ambiance vraiment géniale. Puis, c'est sûr que la météo a joué pour beaucoup aussi. Là. Ça nous a aidés, mais l'expérience, c'était juste hallucinant. Dès vendredi matin, présentation des équipes, puis je me souviens de la réaction de Lipovitz, qui a fini 3e du tour, puis de Valentin Paré-Peintre, qui a gagné l'étape sur le Mont Ventoux. Tu sais, c'est la façon dont je les ai présentés aussi. La foule les a acclamés. Les coureurs se sont regardés. Tu sais, Lipovitz, c'est la première fois qu'il venait, puis Valentin aussi, c'est la première fois qu'il venait au Québec. Puis ils ont comme fait « les gens me connaissent ». Et la réaction était juste géniale. Puis tu sais, moi, j'étais à côté des coureurs, puis j'ai pu voir ça, puis c'était vraiment, vraiment cool là, de vivre ça à côté des coureurs, de leur faire vivre ça aussi. Là. Fait que d'être sur scène, puis après... Ça montre à quel point là, le vélo est rendu de plus en plus populaire. Le coureur, le public, comme de base, sans être fanatique comme, mettons, nous, on peut l'être. Le monde, ils suivent ça. Puis là, Lipovitz, c'est comme le nouveau nom là, qui rentre dans nos télés là, autour de France. Là, un nouveau, tu sais, il est nouveau c'est sur un public la scène, de connaisseurs parce que tu cries pas juste parce que l'animateur il dit que le gars a fini 3e au tour. Non, c'est ça. Qui a gagné sur le Mont Ventoux. Le monde a vu le Mont Ventoux, puis ont vu Lipovitz autour, puis sont partisans. Fait que ça criait vraiment plus fort, en effet, quand tu les as présentés. Non, c'était même moi... Tu sais, j'ai couvert pratiquement toutes les éditions des Grands Prix cyclistes, que ce soit à Québec ou à Montréal, mais je trouvais qu'il y avait une ambiance encore... C'était encore mieux vendredi matin. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais sur scène puis je la vivais un peu plus, mais il y avait vraiment de quoi de particulier. Puis, tu sais, on en a parlé. C'est peut-être grâce au podcast, là, le monde, ils t'ont écouté tout l'été, puis là, ils savaient que c'est toi qui allais annoncer. On dit comme, hey, on va avoir comme un live. On l'avait dit que sur les plaines, ça allait être un beau spot. C'est pour ça qu'on l'avait dit la semaine d'avant. Mais sans joke, les plaines, c'était effectivement un super spot. Je pense que ça a été mentionné à plusieurs endroits. Nous, c'est ce qu'on se disait aussi. C'est pas que ça a grande allée. C'était pas restreint, mais les plaines, c'est tellement vaste. Il y a une espèce d'inclinaison aussi avec le stage. Ça fait comme une estrade naturelle. Loin, il faisait beau, il faisait pas froid, pas chaud. Mais non, c'était... tout était parfait. Puis, journée parfaite. La préparation, Sébastien... Oh, excuse. Non, vas-y. Comment tu te préparais pour ça? Il y avait une ligne sur chaque coureur, même... genre les 150 coureurs que... Il y avait quoi? Parle-nous de ta démarche. 161 coureurs, mais... Tu sais, il faut que tu aies de quoi à dire. Je me disais, je peux pas arriver sur scène puis dire juste son nom. Tu sais, je peux pas juste dire ça. Il y en a que c'était... comment je pourrais dire ça? Ils n'ont pas tant un palmarès. Il y en a que c'est des rôles de coéquipiers. Tu sais, je lisais un peu. Je veux pas, on les suit toute la saison aussi. On les connaît un peu. Il y en a, c'est sûr que ça m'a demandé un peu plus de recherche, mais des fois, je me disais, c'est leur Xème participation au Grand Prix cycliste. Tu sais,
c'est sûr, c'est des coéquipiers. On sait très bien qu'ils vont avoir un rôle un peu plus obscur durant la course, mais puis je me en permettais un peu plus avec, mettons, Alaphilippe, Pogačar, évidemment, tu sais, les grands favoris, Lipovic, Valentin Paré-Pin, tu sais, c'est comme naturel aussi, puis je veux pas, en suivant le vélo toute l'année, tu sais très bien à peu près quoi dire sur 75% des coureurs. Il y en a d'autres qui fouillent un peu plus parce qu'il y en a qui... il court encore, lui. Il y en a d'autres, tu sais, comme Peter Serry, tu sais, je pouvais pas m'empêcher. Il a donné une entrevue que je prends ma retraite à la fin de l'année pour aller lever des poules. Écoute, c'est du bonbon, là. Je vais le présenter bon, comme ça, là. C'est le vétéran de l'équipe Soudal. Il prend sa retraite pour aller lever des poules. Donc, merci, bonsoir. Tu sais, c'est... Voilà. Ah, il est comique, lui, en plus. Oui, c'est ça. De le faire jaser aussi un peu. Puis là, je sais qu'il y avait une couple de Néerlandais qui me regardaient du coin de l'œil. Là, Simon Drouin de la presse a vérifié la prononciation de certains noms, puis finalement, ça a passé. Là. J'ai eu des notes de 9 sur 10, fait que c'est bon, ça. Ah ouais? C'est bon. Ouais, c'est beaucoup de détails quand même. Puis tu fais ça tout seul pendant les dernières semaines. C'était à peu près la même préparation que le Tour de France, mais à moindre échelle, parce que... Mais en même temps, non, c'était la même préparation que le Tour de France pour les coureurs, je parle, parce que pendant la course aussi, c'est sur les premiers tours... comment je pourrais dire ça, le scénario de course tout le temps le même, l'échappée part, et les 10 premiers tours, je faisais des mises à jour sur les écarts et tout, je parlais de certains coureurs, mais il faut que tu connaisses les coureurs. Là. Quand ils vont attaquer, tu vas avoir une couple d'infos. Fait que la préparation, pour moi, était la même. Là, j'avais une page complète sur chacun des coureurs. Fait que c'est pour être sûr... Il y en a que tu connais par cœur, mais McNulty, il me semble qu'il a gagné déjà au Giro, mais à la Vuelta, mais il a fallu que j'aille vérifier. Là. À Montréal, j'ai fait... Je vais quand même aller vérifier, là, parce que McNulty, on le connaît comme coéquipier, on sait qu'il va rouler. On sait qu'en contre-la-montre, il est bon, puis qu'il va en amener des kilomètres, puis qu'il va aider Pogačar, mais juste confirmer certaines infos, puis... Fait que oui, c'est une grosse préparation, mais écoute, c'est préparer du bike. Là. C'est cool. T'as fait un très bel job, en tout cas. Ouais, merci, c'était vraiment... J'espère qu'on va te revoir là l'an prochain, puis les 2 semaines après l'an prochain. Ouais, ça, j'aimerais beaucoup, disons, que mon mois de septembre 2026 là, se passe sur les plaines, puis dans le parc Jeanne-Mance à Montréal. On te le souhaite. On va glisser un mot. On va glisser un mot. C'est bon, ça. Surtout toi, Antoine. Mais... Moi, je sais pas ce que je peux faire. Mais la course... Quelle course! Changement de parcours. Première édition, ça a fait imprimer beaucoup d'encre, ce changement de parcours-là. Ça faisait 13 ans que c'était le même parcours, à part une édition qu'on allait jusqu'à la côte de l'église, là, il y a plusieurs années. Mais on a enlevé Saint-Jean, côte de la Potasse, montée direct. On a enlevé l'arrivée de Grande Allée pour finir sur l'allée principale des Plaines d'Abraham. Pour tout le monde avait un peu la même vision. Ça va être plus dur. Il n'y a pas d'endroit pour récupérer. C'est de bas en haut, effort de 3-4 minutes à tous les tours. La course, je pense que les coureurs ont pris ça en main. On a vu de bonne heure de très tôt l'équipe d'Alaphilippe puis d'Arnaud Delis qui faisait partie des favoris. C'est intéressant de voir que l'équipe de Pogačar ont dit non aujourd'hui. Nous, on joue pas ça. On joue pas la tactique que tout le monde pense qu'on va faire, là, de rouler puis d'asphyxier tout le monde. Fait que c'était le fun de voir, tu sais, Julian qui était puis son équipe qui ont dit let's go, on roule, on assume le rôle de chasser l'échappée de 4 coureurs, qu'il y avait 2 jeunes Canadiens à l'avant, 2 jeunes Québécois. Toute l'équipe était québécoise, en fait. Donc ça, c'est le fun pour les partisans du Québec. C'est toujours le fun de voir une équipe nationale du Québec. Comme on dit, ouais. Comme on dit. Mais non, grosse course. Après le revirement, là, on a été ensemble un peu sur le podium pour en parler, de voir Alaphilippe à 80 ou 90 km de l'arrivée sortir dans un groupe. Je pense que tout le monde a eu beaucoup de spéculation de ce move-là, dont nous. Souvent, quand tu vois un coureur qui met son équipe à rouler, tu te dis, OK, il est bien aujourd'hui, il veut jouer la gagne. Là, on se serait attendu à le voir dans les 2-3 derniers tours, jouer avec Pogačar, là, à 10 tours de la fin, c'est que là, tout le monde était comme, bon, mais il est pas bien. Il essaie de jouer une autre tactique parce qu'il se sent pas assez fort. Je parlais avec son DS, qui est un de mes, Morgan Lamoisson, qui est un de mes anciens teammates chez Europcar, il était comme, OK,
capotait, là. C'était pas du tout le plan. OK. C'était pas du tout le plan. Il était pas censé partir là. Tout le monde un peu capotait mais lui, il a juste comme suivi devant, puis s'est retrouvé en échappée. Fait que lui, il a dit, OK, t'es devant, roule pas, on s'en fout. Soit ça condamne l'échappée, puis statu quo, on revient dans le peloton. Soit tout le monde t'amène, puis t'as un coup d'avance. Fait qu'il a joué ça à merveille. C'est ça qui est arrivé. Lui, il était comme, mon DS me dit, tu passes pas un putain de relais. Puis, tu sais, des fois, c'est ça les ordres, là. Puis lui, il s'assoit un peu là-dessus parce que y a pas un coureur qui aime ça être là, puis dire comme, ah non, je roule pas, puis te filocher, tu sais. Et surtout, Olaf, c'est pas le genre de coureur qui gère ses efforts. Ça fait que d'avoir été là, tu voyais, mais c'était un fin renard, là. Tu le voyais qu'il faisait tout. Il jouait un peu le poker face. Il disait pas à tout le monde, non, c'est mon DS qui me dit de pas rouler. Il disait comme, non, je roule pas. Il faisait semblant d'être pas bien. Il regardait en arrière. Ouais, dans la montée, il était toujours quasiment un demi-basic en arrière, dernier. Puis... Ah ouais, il faisait semblant, il brassait. Puis, il a joué. T'sais, pour les jeunes qui apprennent à faire du vélo puis qui regardent, là, c'est qu'on dit aujourd'hui maintenant, les kids, ils regardent beaucoup les watts puis les ci puis ces affaires-là, mais comme le vélo, c'est ça qui est beau avec ce sport-là, c'est que tout peut t'arriver puis il y a tellement de tactiques que le monde comprenne pas, puis là, il a joué de ruse puis il a eu son coup d'avance puis il a été extrêmement fort puis il a réussi à plier Pogačar puis aller chercher cette victoire-là qui était magnifique. Puis tu sais, Alaphilippe, on l'a tous aimé, on l'adore encore, là, mais tu sais, les belles années Alaphilippe, là, je me souviens du Tour 2019, il courait à l'instinct. Puis c'est ça qu'il a fait à Québec. Ouais. Il l'a dit là, en entrevue après, c'était le vélo old school n'est pas mort. Puis c'est vraiment ça, parce que tu l'as dit, c'était pas prévu qu'il suive ce coup-là. Laurent Spitty est parti. Il y a eu Tronchon aussi. Puis là, Alaphilippe a senti que c'était le bon coup. Puis tous les coureurs depuis 1 an et demi nous disent faut que tu aies 1 ou 2 coups d'avance sur Pogačar, et c'est probablement ça qu'Alaphilippe s'est dit hey, j'ai peut-être une chance, parce que c'était pas des prétendants à la victoire, mais ceux qui sont sortis à ce moment-là, puis après, t'as Bettiol, Mohoric qui sont venus. T'avais du costaud là, dans ce groupe-là. Là. Sivakov était en avant aussi. Fait qu'Alaphilippe, il l'a bien filé, puis après, bon, ceux qui étaient à Québec sont tannés de l'entendre, mais on l'a dit plusieurs fois. Ce qu'il faisait Alaphilippe, là, c'était du old school, là, c'était du vœu clair. Là. La caméra est là. Oh, je vais montrer que je suis pas bien. Puis on y a cru, là. Il a l'impression qu'il y avait... Tu lui as demandé en entrevue d'après-course, même. Ben oui, je pense que oui. Je me souviens plus de tout ce que j'ai dit là, durant le week-end, mais il me semble, oui, j'en ai parlé. Puis il a dit non, c'est pas du vœu clair, c'est mon DS. C'est là qu'il nous a expliqué que c'était son DS qui avait demandé de ne pas prendre de relais. Mais c'était un peu ce que Thomas Veuclair faisait aussi. C'est que stratégiquement, je ne prendrais pas de relais parce que clairement, il était le plus fort de ce groupe-là. Jusqu'à temps que Bettiol et compagnie reviennent, là, Sivakov. Mais à ce moment-là, c'était la tactique à faire. Puis sérieusement, vous étiez là à l'arrivée, là, de voir Alaphilippe en quasi solo, parce que ça revenait quand même fort en arrière, gagner sur les plaines. Quel moment! Quel moment! Tu sais, pour moi, décrire ça... C'est un que tout le monde aime. Tu sais, il n'y a rien de plus facile que de décrire un moment comme ça. La foule était complètement... Tu sais, c'était complètement fou, là, l'ambiance. Mais Alaphilippe, ce qu'il nous a fait comme numéro, puis moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on le disait toute la semaine, là. C'était un parcours pour Alaphilippe des beaux jours, ça. Là. Par le passé, Alaphilippe a essayé au moins 2 fois à Québec de sortir dans le Côte de la Montagne. Avant, on passait par la rue des Remparts, légère descente. Antoine, tu l'as déjà fait. Les coureurs avaient le temps de revenir et même de souffler un peu avant de rentrer dans la potasse puis les glacis. Là, c'est pratiquement 2 km non-stop jusque sur les plaines. Puis il l'a livré. Tu sais, c'est magnifique, là. Il l'a livré, puis tu sais, il y avait... vu qu'il y avait une trentaine de secondes sur Pogačar et les autres, c'est ça lui donnait son coup d'avance qu'il y a eu tout le long. L'échappée avait tout le temps à peu près 1 minute. Puis vu que c'est pas peut-être le Alaphilippe super explosif d'il y a quelques années, là, il a été quand même plus explosif que les 2 autres en échappée. Parce que ça reste encore un excellent coureur. Puis il est parti, puis il a fait son coup. Mais tu sais, s'il avait été dans le peloton, peut-être qu'il aurait fini 7e. Ça avait fini comme dans un genre de sprint massif, entre guillemets. Fait que, mais c'est sûr qu'au départ, moi, je le voyais dans l'échappée. Je me disais, peut-être que c'est ça, comme vous avez dit, ils se sentent pas bien puis qu'ils ont un autre leader dans le team. Moi, je pensais juste ça. Là, les kilomètres ont passé, au dernier tour, on l'a bien vu, sur Champlain. Ça s'est joué sur Champlain. Ils ont quitté l'échappée. Ils se sont retrouvés à 2, puis Sivakov est revenu à la dernière seconde. Puis je sais pas si vous êtes dans la côte de la montagne, là, je suis peut-être dans les détails techniques, je sais pas si j'ai halluciné, mais en bas de la côte, Alaphilippe s'en va complètement à gauche, dans le bout le plus dur quand tu vis. Il s'en va complètement à gauche, il recoupe à droite pour se donner un mini élan. Ben, c'est
t'avances tellement pas, même les pros, je veux dire, c'est tellement... C'est comme donner, on dirait, un petit swing, puis juste avant de vraiment mettre la mine, c'était... comme quand t'es comme en difficulté dans une montée 3 à pic, là, mais là, c'est pas parce qu'il était en difficulté, mais il s'est comme ordonné un petit élan de vitesse. Je sais pas si c'était voulu, mais ça a comme bloqué les deux autres aussi. C'était intéressant. Oui, c'est des détails. C'est ça qu'il faut observer. T'sais. Il faut regarder quand tu es un coureur et tu cherches de faire la différence. T'sais. Puis moi, quand je parle au monde, c'est que le vélo, c'est un sport de vitesse. C'est pas un sport de watts. C'est pas un sport de pulsation. C'est un sport de temps qu'il faut aller le plus vite possible. Puis là, de faire ça sans pousser plus de watts, ça lui a permis peut-être de prendre 1 km/h de plus avec cette petite vague-là, mais il faut y penser. T'sais, les trois, ils étaient tous à fond. Ils étaient avec des coureurs world class, puis il faut être capable de dire, OK, faut être capable de sentir ces moments-là en direct. C'est ça qui fait des grands coursiers. C'est pas juste d'être le plus fort. Puis c'était peut-être pas le plus fort de cette journée-là. Là. Je pense que Pogačar, à voir ce qu'il a fait aujourd'hui, vendredi, il était probablement plus fort. Mais avec la situation, lui, je pense, Pogačar, il était venu ici avec une équipe super forte, avec l'intention de donner des opportunités. Et comme je les ai gagnés, si on est dans une situation qu'il faut absolument que je gagne, je vais le faire. Mais si j'ai pas le choix. Ils n'ont pas voulu rouler. Puis ils ont dit aux coureurs, vous pouvez y aller, essayez-vous. Lui, dans le final, il a essayé, mais il était dans une position quand même favorable avec Sivakov, avec tous les gars, avec Polite pendant un bout. Fait que, tu sais, puis ils ont fait pareil à Montréal. Ben, pas tout à fait pareil, mais il a quand même laissé l'opportunité à ses teammates. C'est ça qui, je pense, ça qui est cool. Lui, il a dit, il vise les championnats du monde dans 2 semaines. Là, il est venu pour une préparation, pour une reco de l'an prochain, pour essayer de gagner. Mais, tu sais, là, ils ont fait 1 et 2 dans le week-end. C'est quand même une réussite. Pour finir sur Alaphilippe, peut-être finir, mais en tout cas, juste un dernier point. 2 points. Je pense que c'est une des premières fois que ça finit pas dans un sprint de petits groupes ou de peloton, ça se peut-tu? Veuclair, en 2010, avait gagné en attaquant à peu près au kilomètre. Rigoberto Urán l'avait fait une année. Il était avec la Quick-Step. À 500 mètres. Oui, mais à peu près dans le coin du château. Urán, là, cette année-là, il y avait Boonen et Alaphilippe dans son équipe. Fait que quand Urán était sorti aux 700-800 mètres, tout le monde s'était regardé parce que tout le monde regardait Alaphilippe et Boonen. Puis finalement, Urán s'était rendu au bout. Puis Cosnefroy, lui, était parti en haut des glaciers à 2... En haut de... Fait que ça, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a vu. C'est ça, exactement. C'est les seules fois, détaché aussi. C'est les seules fois qu'il n'y a pas eu de sprint d'un gros groupe à Québec. Mais là, avec le nouveau parcours, puis ce qui est... Tu sais, toute la semaine, Antoine, tu étais à Québec. Dave, tu l'as lu, tu l'as entendu aussi. On disait le nouveau parcours est propice à ça. Mais l'effet nouveauté aussi, Antoine, tu peux nous dire, les gars, oui, on fait la reconnaissance, vous avez un paquet de notes DDS, mais tant que tu ne l'as pas fait en course, tu ne sais pas. Puis on l'a senti, l'effet nouveauté aussi vendredi. Tu sais, Alaphilippe, il sort quoi, à 70 km de l'arrivée avec un groupe avec Lawrence Petty. On n'aurait pas vu ça là, dans les éditions passées à Québec. Là. Ça aurait été un coéquipier. Il n'y aurait aucun leader qui serait sorti là. Les coéquipiers se seraient occupés de ça pour contrôler. Mais l'effet nouveauté a eu un gros impact aussi vendredi à Québec. Là. Ouais, probablement. Il y aurait probablement passé le rouleau compresseur là-dessus là, assez vite pour pas que ça arrive. Puis, à suivre pour l'année prochaine, justement. Puis c'est cool pour Alaphilippe parce que c'était mon dernier point sur lui. Là, c'est que il a signé pas dans une plus petite équipe cette année. Puis là, depuis le début, en tout cas, depuis presque 1 an que c'est annoncé, beaucoup de gens le comparaient à Peter Sagan. Ses beaux jours sont passés, puis ça va un peu faire la maison de retraite là, chez Tudor Cycling. Ouais. Puis je pense que vendredi, déjà cet été, il s'est montré très fort sur le tour de Grande-Bretagne aussi. Mais là, d'aller gagner une course World Tour de cette façon-là, vendredi, ça a montré qu'il n'était pas Peter Sagan dans sa fin de carrière, puis qu'il était quand même encore capable de gagner là, sur le plus haut niveau. Ouais. Fait que c'est cool pour lui. Puis c'était vraiment génial. De vélo parce que c'est un beau coureur. C'est cool pour la course de montrer justement, là, on a fait un changement, changement de parcours, la course a été dynamique, a été explosive, puis podium top 10 des plus grands coureurs. Là, c'est que ça montre à quel point mais ce nouveau parcours-là, il donne un peu plus d'opportunités. Là, les coureurs maintenant, ils le savent, ça va ajuster. L'an prochain, est-ce que le parcours va rester ça? Est-ce que ça va être le nouveau parcours définitif à voir? Mais je pense qu'à date, il y a juste autant pour le public que pour la course. C'était génial comme arrivée. Moi, j'ai oublié la crème solaire, par exemple. Hey, moi aussi, le soir, j'avais mal à la face.
Ça me brûlait, man. On est allé au restaurant, j'avais chaud. J'avais la face qui me chauffait, là. J'ai réussi à en trouver hier, heureusement. C'est juste en raison du soleil, là. Il n'y a pas d'autre explication. Vous aviez mal à la face. Ouais, ben là, c'est juste le soleil. Ben là, mais j'ai pas bu. C'est la seule raison qu'on était tout chaud pis rouge. Je veux juste m'assurer. Moi, j'étais sur la job, Ouais, c'est ça. Ouais, toi, tu travaillais. Moi, j'ai bu l'eau houblonnée du ciboire, là, leur nouvelle eau pétillante qui est zéro alcool. Ouais, moi, j'ai vu mon ancien patron P.O. Boily du ciboire, puis j'avais une bière dans les mains à ce moment-là. J'étais content de moi. Quand le même. timing était parfait. Oui, j'ai bel et bien oublié la crème solaire, mais au moins, j'en ai mis ses enfants tout l'été quand il faisait. Bon, c'est bien. On est rassurés. Je me suis oublié, les gars. C'est ça. Puis à Montréal, j'étais pas là. Fait que parlez-moi de Montréal, peut-être. Montréal. Connais-tu l'équipe UAE, Team Emirates et les 7 coureurs qui étaient là? Une saison difficile, je pense. Hein? Écoute, ils se sont rachetés à Montréal. Honnêtement, ils viennent de sauver leur saison. Une chance. Il y en avait besoin. C'est pour ça, je pense qu'ils ont travaillé si fort pour essayer de sauver leur journée. Ils étaient punis par les DS. Là. Vous n'avez pas livré, là, vous allez rouler. Mais, honnêtement, Antoine, oui, il y a eu des grandes années, des grandes équipes. Mais Montréal, la démonstration du UAE, l'échappée a eu maximum. Il était 7 coureurs World Tour dans l'échappée. Fort, 7 coureurs forts. Écoute, c'était pas des prétendants à la victoire, mais c'est des gars qui sont capables. Ils savent comment rouler dans une échappée. Ils auraient pu rouler. C'était pas 5 gars de l'équipe nationale. Nils Pollitt. Ça n'a rien leur enlevé. Non, c'est ça. Puis, c'est parce que les gars de l'équipe nationale, en tout respect pour eux, ils ont été d'ailleurs très costauds le vendredi à Québec, là, mais. Ils n'ont pas encore la capacité physique de suivre les. Ils n'ont pas l'expérience non plus, là, en tout respect. Mais ce qu'ils ont fait à Québec vendredi, c'était fabuleux. Mais dimanche, Nils Pollitt leur a jamais laissé plus qu'une minute et demie, 1 minute 45. On fait 209 km, l'échappée prend jamais 2 minutes. Tu fais waouh, ça va rouler. Ça augurait mal pour la suite. Mais là, il y a des coureurs, là, Antoine, qui devaient se dire. Après 5 tours, il y a des coureurs qui se faisaient décrocher. Il y a des coureurs qui devaient se dire, j'aurais pas de fun aujourd'hui, là. C'est quoi cette course-là, là? Ça va rouler, là. Puis ça, c'était Nils Pollitt. Quand Tim Wellens, à 80 km, dans Camillien-Aude, on était à peu près à 80 km, il a écrémé la moitié du peloton. Là, le message était clair là, au sein de UAE. C'est là, on enlève la moitié du peloton. Tim Wellens, tout ce qu'il avait à faire, c'est on roule dans Camillien-Aude, tout ce qu'il avait à faire, je veux dire. Il a fait 2 tours. 2 tours, il est rentré chez eux. Oui. Pareil pour Pollitt. Pollitt, il a roulé 6 tours. Puis là, tu le voyais, là, les 2 derniers qu'il a fait, il était en mode je mets tout ce que j'ai, puis il roulait comme un salopard. Là, pour, mettons, la technique de rouleur de peloton, là, quand t'es un costaud comme lui, là, c'est tu gères les côtes parce que t'es pas le plus fort, tu roules vite, mais pour que ça tamponne, puis dès qu'il y a des bascules, dès qu'il y a des rares, tu vires comme un malade, tu descends, puis tu relances hyper fort, sachant que ton équipe est là, c'est que vu qu'il n'y a pas, tu sais, c'est un peu plus en tapant. Il y a plus des effets de relance. Puis ça fait tellement mal quand t'es dans le peloton. Là. C'est comme. C'est le pire. C'est que lui, c'était sa technique pour user le monde le plus possible puis pouvoir durer le plus longtemps possible. Fait que non, ils ont géré. Mais moi, quand je voyais ça, à un moment donné, il y a même eu un coup de relance. Il y a eu un gros groupe là, qui est ressorti à 100 km de l'arrivée encore. Même plus, à 150. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je sais pas si vous vous en souvenez, Nils Pollitt est encore en avant du peloton. On est dans Camillien-Aude. Puis Tim Wellens est remonté parler à Nils parce que là, justement, tu sais, Nils, normalement, il gérait dans Camillien-Aude. Il n'était pas à fond. Ouais. Mais là, il revenait sur l'échappée. Il était rendu à 40-45 secondes. Là. Puis on est encore à plus de 100 km. Ben, c'est clair. 150. Tim Wellens a dit à ce moment-là, c'est clair qu'il a dit ça à Nils Pollitt. Il a fait « Hey, on va ralentir un peu parce qu'on est en train de revenir sur l'échappée. » Puis on l'a dit sur le site. Ça va ouvrir la course, mais ça a ouvert la course parce qu'il y a 9 coureurs qui sont sortis, puis des costauds encore. Là. Lawrence Petty est encore là. Fait que là, tu as eu 16 coureurs dans l'échappée. Pour ceux qui ne comprennent pas, quand on parle de rouvrir la course, puis c'est pour ça qu'on voit des fois, il y a un échappé, puis il y a un coureur, puis des fois, on se fait demander, je me l'ai fait demander hier, pourquoi il laisse du temps? Pourquoi il laisse 4 minutes, 2 minutes, 3 minutes? Puis c'est la job de l'équipe favorite dans le peloton, c'est de contrôler cet échappé-là pour que, justement, qu'il n'y ait pas de coureurs qui veulent essayer de ressortir. C'est comme l'échappée est établie, vous ne pourrez pas rentrer toute seule. Puis son équipe, lui, gère pour rentrer graduellement vers le final pour mettre leur leader en position d'attaquer puis d'essayer de gagner. Là, en ramenant trop près le peloton, parce qu'il roulait trop vite,
il gérait pas bien, ou c'était tout ça la tactique, ben je pense pas, mais il roulait trop fort. Il est revenu proche, puis là, quand t'es à 30-40 secondes dans une côte comme la Polytechnique, là, les gars sont à 100 mètres devant toi. Là. Ouais. Ça fait que t'es vois, puis là, ça donne envie à d'autres coureurs d'être comme, bon, là, au rythme où ça roule, là, faut essayer de tenter de quoi. On va tenter de quoi maintenant parce qu'on va se faire étouffer par UAE. Puis là, c'est ça qui est arrivé. Les coureurs, ça s'est remis à attaquer. Puis là, finalement, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix de mettre le bouton panique. Ouais. Parce que s'ils le faisaient pas, là, t'avais une échappée ben trop dangereuse qui pouvait s'en aller. C'est qu'ils ont dit, garde, on met le gaz au fond, puis on tient ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. Et pour renchérir là-dessus, pour expliquer aux gens, c'est que plus, évidemment, il y a de coureurs costauds à l'avant, puis il y a une bonne cohésion, plus il y a de chances que l'échappée se rende loin. Ça complique aussi le travail. C'est pas compliqué. Le duel, c'est Nils Politt qui était devant le peloton, versus les gars dans l'échappée qui roulent. Il n'y avait personne qui prenait de relais avec Nils Politt à ce moment-là. Puis là, ils se battaient à un moment donné contre 16 gars. C'était pas les 16 qui prenaient des relais. Il y en a certaines équipes, il y a certains coureurs qui restaient à l'arrière. Mais quand même, fait que là, à ce moment-là, on l'a vu. Puis c'est là que Tim Wellens est embarqué après, puis qu'ils ont fait comme un travail d'écrémage. Puis non seulement on va revenir sur la tête de course, mais on va se débarrasser de la moitié. Tuer les rêves de ceux avec nous. Ah non, mais j'ai fait des tours de taux, là. J'ai fait 2 fois des tours, puis il restait encore beaucoup de kilomètres. Là, il restait 5-6 tours, puis là, on rattrape des Simon Yates, qui est vainqueur du Giro. J'étais allé Greg, il parlait à tout le monde dans le plat qu'on dépassait, genre. Puis là, on jase avec Simon, il est comme... Rien à faire, là. Il dit la vitesse depuis kilomètre 0 que ça roule. On était comme. Tu sais, Greg Van Avermaet, qui est le nouvel ambassadeur avec moi des championnats du monde 2026, qui aura lieu à Montréal l'an prochain, une semaine après les Grands Prix. Il était là pour faire la promotion. Puis là, il était comme, mais pourquoi ils font ça? T'sais, pourquoi ils se donnent ce trouble-là, toute l'équipe, de dire on va s'arracher à... Tu sais, la moitié de l'équipe finissent pas. Tu sais, c'est plate pour finir une course, tu sais, de dire, hey, au final, Nils Politt a fait 100 bas. Je pense qu'il a même pas fait 100 km. Tu sais, il a fait un 90 extrêmement vite. Mais, tu sais, c'est plate pour finir ses courses. Tu sais, d'avoir roulé si vite. Moi, dans le temps que je le faisais, ça commençait à aller très vite dans les 5 derniers tours. Là. Tu voyais des équipes qui tentaient des trucs, 4-5 derniers tours. Là, à 10 tours de la ligne, ça commence à dynamiter, les coureurs abandonnent. Tu sais que Pogačar, même en mettant ça dur dans les 2-3 derniers tours, il serait capable quand même de gagner, parce que ça reste 5000 mètres de dénivelé. Tu sais, c'est que s'il monte la dernière en 3,30, Camillien Hood, au dernier tour, il n'y a personne qui va le suivre. Là. Ouais, sauf que là, la course était finie à 3 tours. Ben, 2-3 tours de la fin. C'est ce qui a fait que tout a lieu plus tôt. Fait que tu finis que... C'est ça, t'as 2 gars de la même équipe qui s'attendent. C'était un peu... je veux pas commencer à critiquer. Je trouvais ça moins intéressant que, mettons, au Tour de France, il y a tout le temps d'autres choses à regarder. Dans un grand tour, il y a plein d'enjeux en même temps. Là, j'étais genre, Quinn Simmons, il est beau sur un bike. Je me disais ça. Pour essayer d'avoir de quoi... Après, c'est quand même cool. Il était STA qui soit 3e aussi. Mais... Moi, j'ai quand même aimé. C'est vrai que le suspense, il est disparu à 25 km de l'arrivée. Mais d'avoir vu comment ils ont géré ça, cette tactique-là, c'était en tant qu'équipe, oui, ils ont les chevaux de course pour le faire, mais c'était 100%. Là, il dit, tu sais, Pogačar, comme il a dit en entrevue, il savait que Brandon il était fort. C'est qu'il a dit, tu peux t'essayer, sors. Il sort avec un groupe. À 3 tours de la ligne, Pogačar, il revient sur ce groupe-là. Ils font péter les moins forts. Ils se retrouvent à 4. McNulty, il assume. Pogačar, il sort. McNulty réussit à dropper Quinn Simmons. Puis là, du moment qu'il voit qu'il est vraiment lâché, il dit à l'oreillette, je suis tout seul derrière toi. Pogačar l'attend. Ils se retrouvent les 2 en avant, puis ils collaborent. Pogačar, il montait pas trop vite. Tu voyais qu'il voulait l'amener, puis les relais qu'il faisait... Il était comme, attends, on fait 1-2. Puis là, j'ai du monde qui me disait, mais là, c'est sûr, c'est Pogačar qui gagne. J'étais comme, mais voyons, c'est sûr que non. Mais non. C'était comme,
Pogacar, c'est le plus beau payback que tu peux faire à un équipier. Ça vaut genre tous les milliers de dollars de primes qu'il pourrait recevoir grâce à Pogacar. Tu sais, toute l'année, Brendan McNulty, il travaille pour Pogacar. Ouais. Il sacrifie pour que Pogacar gagne toutes les courses qu'il gagne. Puis là, il a la chance de dire... C'est sûr qu'il n'allait pas l'attendre pour le shifter. C'est ça. C'est ça, il l'attend. Puis ils font pas des relais, là. C'est Pogacar qui roule le dernier tour et demi parce que McNulty, il lâche Simmons dans l'avant-dernière ascension de Polytechnique. Et dans Panuelo, c'est là que Pogacar, il attend en arrière. Il voit que McNulty revient, puis à partir de ce moment-là, c'est Pogacar qui roule en avant tout le long, là. C'est comme Claire qui va laisser la victoire à McNulty. Ben oui. Je veux juste faire un petit clin d'œil. Il ne nous regardera pas, là, il n'écoutera pas ce podcast-là, là, mais le PR de Team Emirates, quand j'ai posé la question à McNulty que ça fait quoi de voir Pogacar qui laisse la victoire de même, il n'a pas apprécié que je dise ça comme ça. Mais je m'excuse. Pogacar a laissé la victoire à McNulty parce que s'il ne se relève pas dans Panuelo, McNulty ne rejoint jamais Pogacar. Si Pogacar veut gagner cette course-là, il la gagne en solo facile. Là. Ben oui, il avait fait son point dans le Mont-Royal quand ils n'ont pas aimé que je dise que Pogacar avait laissé la victoire à McNulty. Son point, lui, c'était McNulty est allé chercher la victoire. Je fais McNulty, c'était le deuxième meilleur sur route à Montréal dimanche. Je suis désolé parce que Pogacar... Hey, quand Pogacar revient, tu as 3 gars en tête. Tu as McNulty, Simmons et Louis Barré, qui d'ailleurs a fait une prestation remarquable. Chapeau. Sérieusement, il s'est arraché pour rester avec... Mais Pogacar, il revient sur eux, là. Il est assis sur son vélo, il regarde en arrière. C'est même pas une attaque. Il s'est dit, je vais sortir, je vais voir comment ça réagit en arrière. Il n'y a personne qui me suit. Bon, ben, je vais aller rejoindre les autres en avant, puis je vais aller aider Brandon. Ils ont fait mal à Louis Barré, ils l'ont lâché. Après, Pogacar, il est parti. Brandon s'est occupé de Quinn Simmons. Je veux dire, il était juste trop fort. Puis... Ben non, c'est clair, il n'y a pas de doute. Mais la meilleure analyse, contrairement au good PR de Emirates, c'est ton collègue Antoine, ton collègue ambassadeur Greg Van Avermaet qui a dit dans la presse. Il dit oui, c'est un cadeau, mais il faut que tu sois là. Oui, c'est-à-dire exact. que McNulty, même quand Pogacar est parti du groupe de 4, ben, Simmons était deuxième. Fait que c'est à partir du moment où McNulty a largué Simmons que tout ça est devenu possible. Fait que pour gagner, il fallait que McNulty soit deuxième, ce qui est quand même vraiment... Fallait être là. Mais ça reste un cadeau, je suis 100% d'accord. Il était deuxième. J'étais teammate de Pogacar. Et il le sait. J'étais teammate de Pogacar, j'étais pas là, j'étais pas deuxième à la ligne. Là. Tu sais, mettons. Non, c'est clair. Il l'a pas volé. Il l'a pas volé, mais Pogacar lui a donné. Volé. Ah, les relations. 100%. Là, quand il fait ça, là, il dit comme ça, vas-y, chapeau. Il méritait de la gagner, mais s'il y avait un autre, si c'était Trek, Pogacar, il disait pas, vas-y, mon homme. Non, c'est ça. Mais en tout cas, c'était un beau moment, c'était différent, c'est une belle exécution, je suis d'accord avec vous, mais je persiste à dire, moi j'ai vu des Grands Prix de Montréal plus éclatants, là, avec des... Justement, on parlait de Peter Sagan tantôt et Van Avermaet qui se courait après avec 4-5 autres gars que je me rappelle plus c'était qui les côtes étaient finies puis il restait 3 km, ça zigzaguait de bord puis de l'autre, ça finissait dans un petit sprint. C'était quand même des fins de course hautes, mais gars, je comprends, on peut pas avoir ça toutes les années. Oui, mais ça a été ça a été une démonstration juste de la domination de Team Emirates. C'est là, moi, que j'ai trouvé ça impressionnant, comment ils ont livré, de voir Nils Politt, Tim Wellens, c'est des machines. Là. Sivakov, il a même pas eu la course à rouler. Là. Sivakov qui a fini deuxième à Québec, alors qu'il était en théorie au travail pour Pogacar. Il nous l'a dit à Québec, d'ailleurs, Sivakov a un mot sur lui. À 3 km, c'est à peu près là qu'il a fait « OK, finalement, je vais peut-être jouer ma carte parce que là, Tadé, il revient pas, puis là, moi, je suis dans le trio de tête. » Mais Sivakov, sinon, il a un rôle de coéquipier. Puis il n'a même pas eu à travailler dimanche au final. Il était là. Adam Yates, Narvaez était là. Yates fait 5e. Ils ont 3 gars dans le top 5. Là. À un moment donné, je me demandais... Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'on n'avait pas l'écart entre Quinn Simmons, qui était 3e sur la route. C'était clair qu'il finissait, qu'il ne rattrapait pas McNulty puis Pogacar. Mais je me questionnais, c'est quoi l'avance de Simmons sur le reste du peloton dans lequel il y avait Sivakov, Yates puis Narvaez encore. Puis t'avais Madouas, t'avais du costaud encore, le Pao Bilbao était là. Palès, il y avait des gros coureurs. Mais là, je me demandais, est-ce qu'on peut avoir un triplé UAE à un certain moment? Je pense que UAE, on fait non, on poussera pas notre luck, là, on n'ira pas rafler tout le podium. Là. On va peut-être se faire ruer. Mais eux, en plus, 85e victoire là, dimanche à Montréal. Là.
Il égale le record de HTC de 2009, là. Puis il l'avait en tête, là. McNulty me l'a dit, l'année dernière, on est passé proche, on était déçus. Isaac Del Toro a fait une razzia en Italie cette semaine. Ouais, puis là, il a tout gagné ou presque. Puis là, McNulty, 85e victoire, avec Pogacar qui lui laisse. C'était comme... Pour vrai, c'était un acte de classe de la part de Pogacar, là. Ouais. Oh, oui. On aime mieux voir ça que l'inverse. Comme certains anciens champions disent, tu devrais toutes les gagner. Puis c'est vrai, sauf des journées comme hier, c'est très bien de le laisser à l'autre. Fait qu'ils vont probablement battre le record. Je pense qu'il lui reste encore au moins 5 courses. 5 courses, là, la semaine italienne avec Lombardie, championnat du monde. Ils sont capables d'aller gagner ça là. Milan-Turin, Tour de Lombardie. C'est pas rien parce que HTC Columbia en 2009, là, pour ceux qui s'en rappellent, c'était Mark Cavendish puis Henry Greipel qui gagnait toutes les courses. C'était pas Cavendish, Bosenhagen, Tony Martin. C'était beaucoup de courses au sprint qui gagnaient. Là, c'est comme des monuments. C'est les monuments, les classements généraux. C'est comme les courses les plus dures du calendrier. Quand même une nuance. En 2009, il y avait beaucoup d'arrivées au sprint. Là, on tombe dans une ligue de comme il y a tellement de coureurs dans l'équipe qui gagnent des courses, qui gagnent des courses World Tour, qui gagnent des classements généraux. C'est la sommité. C'est une super team. Là. Ils ont le plus gros budget du peloton comme avant. Puis c'est de même. Tu peux pas y échapper. Ils ont plus d'argent pour s'acheter les meilleurs coureurs, les meilleurs équipiers. Ils ont du meilleur staff. Ils ont plus d'avancées technologiques. Ils ont tout de plus, c'est qu'à un moment donné, ça fait des équipes un peu imbattables. Mais c'est la réalité, on chiale, mais c'était la réalité de Sky il y a 10-15 ans. Ils sont arrivés avec des gros budgets, ils ont eu des gros équipiers, plus de développement, puis ils gagnaient tout. Comme dans F1, à un moment donné, on va tous être pris dans cette réalité-là. Là. Les petites équipes à petit budget, ils se battent pour respirer puis avoir un peu de lumière de temps en temps, puis t'as ceux-là qui gagnent tout. Un jour, on va faire notre épisode sur ça. Mais j'ai juste une question vite. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais j'ai juste une question vite, Antoine. C'est oui, t'as beau avoir l'argent, acheter tous les meilleurs, il faut qu'ils roulent quand même en équipe. Puis c'est ce qui m'impressionne de Team Emirates. Entre autres, c'est les mêmes coéquipiers qui étaient sur le Tour de France. C'est tous des gars qui peuvent gagner. Willens a déjà gagné à Montréal. Adam Yates a déjà gagné à Montréal. Sivakov avait déjà fait 2e à Montréal. Il a fait 2e à Québec. McNulty a gagné. C'est tous des gars qui pourraient jouer leur carte, mais ils connaissent leur rôle et c'est ça. Tu dois l'avoir vécu par le passé. Quand tu as plusieurs égos dans la même équipe, c'est pas nécessairement gage de succès. Là. J'ai une très bonne réponse. C'est tous pas des kids. C'est tous des coureurs qui ont performé dans d'autres équipes, qui ont eu des résultats dans d'autres équipes, puis là, sont dans une place dans leur carrière qui sont extrêmement bien payés. Ils courent avec la meilleure équipe du monde, le meilleur coureur de l'histoire, puis ils gagnent tout, en étant équipiers. On voit contrairement un jeune comme Juan Ayuso, qui a 20 ans, qui est de calibre mondial, d'un des meilleurs au monde. Lui, il est là pour faire ses preuves. Puis là, d'être dans une équipe superstar comme ça, qui a pas tout le monde, qui a pas tout le monde à ses pieds, il était pas prêt à assumer ça. Lui, il voulait sa lumière, il voulait que ça soit lui, même si, regarde, il a sa chance. Il y a eu 2 victoires d'étape au Giro, à la Vuelta. Au Giro, il était co-leader, il a drop the ball. Mais peu importe, d'être là-dedans, pour lui, il était pas prêt pour ça. Peut-être dans 7 ans, après avoir gagné ses courses, avoir arrêté de gagner, il serait prêt à prendre ce rôle-là d'équipier. Puis tu sais, de gagner, oui, tous les coureurs qu'on a nommés pouvaient gagner des courses, mais ils en gagnaient plus. Il en gagnait plus beaucoup. Puis là, de tomber dans une équipe comme ça avec un momentum incroyable, ça élève tout le monde vers le haut. Ouais. C'est Nils Pollitt, tu le mets chez Groupama FDJ, il perd 50 watts. Là. Puis pas à cause mais juste un moment donné, tu le mets dans une équipe qui a des fois un peu perdu. Tu te donnes moins. Puis là, à chaque course, ils doivent faire ça. À chaque course, ils se dépassent. À chaque course, ils vont comme au-delà de la limite. Tu progresses. Tu sais que tu peux gagner. Tu es dans une équipe que tu sais que tu vas probablement gagner. Ben oui. Puis quand tu as confiance, tu es là, tu as une confiance. C'est fou comment ça te pousse. Ouais. Ça pousse tout le monde. Puis tu es autour de gars tellement forts. Leur squad ABCD est tellement fort. Là, ces gars-là, ils ont la chance d'être sur l'équipe A.
Chris, l'équipe B pousse au cul, ils en ont gagné 7 c'est de la chance, mais c'est aussi comme ce que tu dis. C'est parce qu'ils sont rendus là dans leur carrière, puis ils sont assez matures pour se dire... Tu sais, c'est la même affaire au travail. Des fois, je suis bon là-dedans, ça, je suis pas bon, je suis pas à l'aise, j'aime pas ça. Puis là, tranquillement, tu t'es plus en train de tout le temps te dire what if, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, je pourrais faire ci, puis ça. Non, tu te concentres sur ce que tu fais. Puis c'est aussi pour ça qu'ils sont dans l'équipe A. Tu sais, ils sont peut-être pas tant plus forts que les gars sur la Vuelta, en effet, qui sont aussi dominants. On en parlait la semaine passée. Est-ce qu'ils dînent tous à la même table? On ne sait pas. Fait que, mais je pense que moi, l'équipe A là, qui était là en fin de semaine à Montréal, puis c'est l'équipe du Tour de France, en gros, je pense qu'eux autres, ils mangent à la même table. c'est mon statement. Moi, je les ai vus. Ils sont même allés au drag bar de Québec, tout en même temps. Ils sont tous vendredi soir, ils étaient tous assis, man, avec Pogacar au drag bar dehors. Mais comme c'est la terrasse extérieure, moi, j'en revenais à pied, puis je les vois toutes là. J'étais comme, je sais pas si on vit ou ce qu'ils étaient, mais... Ils n'avaient pas oublié le crème solaire, eux autres, on était tous couchés. Ils sont tous arrivés une journée avant tout le monde. Ils étaient dès le lundi à Québec. T'sais, tout était calculé. Puis pour revenir aussi, ils connaissent leur rôle, ils ont une maturité, mais ils ont aussi leur chance. Ils savent qu'ils vont avoir leur chance à certains moments. Le meilleur exemple, c'est McNulty à Montréal. Je veux dire, tu as le meilleur coureur au monde, probablement le meilleur coureur de l'histoire, puis lui-même est conscient que mes coéquipiers vont avoir leur chance aussi de temps en temps. Ben oui. Ils sont quand même bien payés. Rien à dire. Les meilleures équipes vont toujours rester les meilleures équipes. C'est ça. Moi, je pense, c'est sûr, un jour, on va faire notre épisode sur est-ce qu'il devrait avoir des plafonds salariaux et des affaires de même. Mais même à ça, si tu peux t'acheter moins de coureurs, tout le reste, l'encadrement, l'ambiance, tout ça fait que les meilleures équipes vont rester les meilleures équipes du moment qu'elles sont bonnes parce qu'elles sont mieux organisées, qu'elles ont les meilleures ressources. Ça ne changerait pas. Fait que oui, moi, je suis pour le fait de dire qu'on peut pas... Je pense qu'il faut amener qu'une équipe puisse s'acheter tous les coureurs, puis plein d'anciens leaders, mais en même temps, je suis pas contre le fait qu'une équipe domine parce qu'elle est meilleure que les autres à tous les niveaux. Fait qu'un petit entre-deux, je suis sûr qu'on va en rediscuter un jour. Ouais. Est-ce que t'es prêt? T'es prêt, Dave? Moi, je suis prêt. Ouais, c'est long. J'ai des exemples de d'autres sports que vous connaissez aussi. Fait que, off-season, on se fait un gros debrief là, de tout ça. Ouais. On va réussir à s'entendre, je suis sûr. Hey, je pense qu'on a fait le tour de notre week-end. Incroyable. Moi, hier, j'étais sur un gros high. Là. C'est vraiment un événement là, incroyable. Samedi, on était à la présentation, à la conférence de presse, présentation du parcours des championnats du monde. J'ai dû avoir ma casquette championnat du monde 2026 beaucoup ce week-end. Puis j'ai tellement hâte. Ça va être débile. Puis là, nous, mon rôle est d'essayer de préparer, d'aider aux gens à comme comprendre cette différence-là des Grands Prix. L'an prochain, on va avoir les Grands Prix le week-end du 11-13 septembre. Puis la semaine d'après, le dimanche d'après, le 20, les championnats du monde commencent. Oui, c'est la même organisation, mais c'est une toute autre histoire. C'est pas juste les professionnels, les juniors, les femmes, les U23, les élites, contre la montre, route, c'est... 13 épreuves, c'est 1000 coureurs. Seb, tu connais les stats, tu as fait la conférence de presse. Ça va être fou. Ça va être fou, puis ça va être une fois dans notre vie. Là. C'était en 74, on n'était pas là. Il y en a qui vont le vivre pour la deuxième fois de leur vie, mais moi, j'ai l'impression que ça va être la seule fois dans notre vie qu'on va avoir la chance d'avoir les championnats du monde là, avec, en théorie, le meilleur cycliste de l'histoire qui va être là. Et un mot aussi, en fin de semaine... Je sais pas si c'est moi qui ai perdu un peu le contact avec le réalisme, là, mais il me semble qu'il y avait de l'ambiance et il y avait plus de monde que les années passées encore. Je sais pas si c'est l'effet du podcast ici, évidemment. Le fait que les gens soient habitués, ben je sais. Entre autres. Il y a les Grands Prix cyclistes, mais il y a l'effet de Netflix aussi qui a démocratisé, je pense, le vélo. Fait que tout ça combiné, le podcast, les 14e éditions des Grands Prix cyclistes puis Netflix... Il y avait du monde, il y avait de l'ambiance. Les gens Netflix sont là. Podcast, je pense qu'on est là. On est là. Honnêtement, tu sais, on fait attention. Disons mais moi, je pense qu'on clenche Netflix, là, mais bon. Ben, en tout cas, nous, l'an prochain, on va être là, puis Netflix, non. Mais regarde, voilà. Bon point, ça, Dave. Non, mais incroyable. Je pense à chaque année, il y a plus de monde. Le layout de l'arrivée du setup est toujours de plus en plus cool.
Mais j'ai eu le même feeling que c'était plus big. Ouais. Les mondiaux, ça va être une grosse patente, puis ça va être toutes des nations. Il faut que la communauté vienne encourager ça. La rue Montréal, ça va être le festival vélo pendant près d'un mois là, d'installer la rue Parc. Ça va être tough pour la circulation, les autos, mais regarde, on s'en fout. On se promenait à pied, puis on se promenait en bicycle. On s'excuse d'avance pour la circulation, mais ça va être fou de pouvoir venir encourager les jeunes. Hey, le truc, ça va être le plus gros événement sportif depuis les Jeux olympiques de 76. 76 ou 74? 76. Tu l'avais. 76. Shit. Mais les mondiaux, c'est en 74, c'est ça? Les mondiaux, c'est en 74. Mais un événement mondial de même, ça va être c'est aussi gros, tu sais, contrairement à un championnat du monde de patin de vitesse qu'on voit souvent, au championnat du monde de natation qui est dans un aréna, à un endroit précis. Là, c'est toute la ville pendant une semaine qui va vivre, qui va respirer vélo. Donc, préparez-vous. Et la préparation commence bientôt, qui vont les mondiaux au Rwanda dans quelques jours. Et puis, on va en parler, j'espère, sur le podcast. Et on pourra faire des parallèles aussi avec Montréal. On va mettre la table déjà. Bien entendu. J'imagine qu'on se reparle là aussi. J'espère. Puis désolé, on devait avoir un invité surprise, puis je me suis fait canceller par l'attaché de presse. On devait avoir le vainqueur de la course de vendredi. Puis malheureusement, on n'a pas réussi à faire ça. Ça fait que c'est aujourd'hui que j'ai la chance d'être avec vous deux. Mais il m'a dit qu'il allait me remettre ça. Il y a intérêt. Donc, peut-être éventuellement cet automne, on va être capable de l'avoir pas en direct avec nous, côte à côte, mais via notre belle application. On a eu Sébastien quand même qui n'était pas là depuis un bout, c'était le fun. Et le retour, c'est le fun de te revoir. Pas grand-chose, mais bon, on vit avec ce qu'on a. Ah, écoute, j'ai vu pire. Hey, merci les gars, merci on se tient au jus la semaine prochaine. Hey, puis Vingegaard a gagné la Vuelta. Ah oui, en passant. Oui, dans un parking. Magnifique cérémonie pour... avez-vous vu ce que les équipes ont fait? Sur des glacières. Sur des glacières. Bravo aux équipes d'avoir course régionale. C'était vraiment, c'était vraiment une belle touche. J'étais tellement triste de tout ça, comment ça avait fini. Hors de notre contrôle. On était chanceux d'avoir un arrivé, nous, à Montréal. Merci à tous ceux qui ont été impliqués de rendre ça possible. À la ville, aux polices. Merci à tous. Salut les gars, à bientôt.